Bonjour à tous, au moment où je tourne cette vidéo, cela fait 7 semaines, pile poil jour pour jour, que se sont déroulés les championnats du monde Ironman à Kona. Qui dit course, dit petite gourmandise, dit petit débrief. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier ça, comme d'habitude j'ose dire, puisque on commence à en avoir un petit nombre derrière nous. Ce débrief va se séparer en deux parties. Une première partie, je vais parler un peu du déroulement de la course, comment ça s'est passé, les petites anecdotes. Et dans une seconde partie, je vais plus m'attarder un peu sur une analyse. Pour ce débrief, je pense que j'ai pas mal de choses à dire. On va essayer d'être précis. Non, on va pas du tout être précis. Comme d'habitude, ça va durer une plombe. Déjà, j'espère que à la fois la vidéo du Kona Tour où je vous présentais un petit peu l'île et évidemment la dernière vidéo en date qui est la vidéo sur l'Ironman de Kona vous ont permis un peu de saisir l'état d'esprit dans lequel j'étais et puis aussi vous ont permis de ressentir un petit peu ce que c'était. Je pense que c'est important de dissocier le mythe que représente l'action de faire un Ironman à Kona sur les îles d'Hawaï et l'organisation, la corporation Ironman, qui elle est une société privée et que je suis d'ailleurs le premier à critiquer. Mais voilà, j'espère que ces vidéos vous auront permis d'avoir un premier aperçu, une fraction de la réalité de ce que c'est de traverser la moitié du globe pour vivre un rêve, vivre un mythe. Et là, le débrief, on va parler de ce qui s'est passé pendant la course. Donc, du rêve, on va voir un petit peu comment ça s'est transformé en cauchemar. Pour commencer ce débrief, et comme tout triathlon, on va commencer par la natation. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Ironman d'Hawaï étant un championnat, les départs se font en mass start par catégorie d'âge. C'est-à-dire que l'intégralité des gens de votre âge vont partir au même moment. On descend sur une sorte de petite plage avant de nager jusqu'à la ligne de départ. Natation qui se fait, je le répète, sans combinaison. Juste avant le départ, très important déjà de bien se positionner, puisque ça commence de là. Donc ça joue un petit peu des coudes, tout le monde essaie de trouver une bonne position. Donc je me suis mis un petit peu à l'écart, étant donné que 5 semaines avant, j'avais la main cassée. J'avais pas, pendant 5 semaines, j'avais pas nagé, donc j'étais confiant dans ma natation, mais beaucoup moins confiant que ce que j'avais pu être à West Friesland. Ce qui m'a permis sur ce départ, parce que là on y est, là c'est bon, le top départ est lancé, et bien d'être un petit peu moins dans la machine à laver. Alors, quand je dis un petit peu moins, c'est quand même quelque chose, évidemment. Vous imaginez bien 200 jeunes hommes entre 25 et 29 ans qui s'élancent sur sûrement l'épreuve de leur vie. C'est pas dans la finesse. Pendant 200, 300 mètres, je n'ai pas regardé une seule fois où j'allais. Voilà, donc les 200 premiers mètres, comme d'habitude, sûrement nager beaucoup trop vite. Quoique, avec l'expérience, avec Tallinn, avec Nice, et je m'étais déjà fait la réflexion, commencer très tranquillement, tout du moins le faire de manière extrêmement relâchée, ça change énormément de choses sur la natation et une fois de plus, ça a bien fonctionné. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'Ironman, comme je le dis, c'est vraiment la meilleure natation à vie que j'ai pu faire. Je sais pas comment vous dire, tout allait bien, je levais, je voyais tout. On rattrapait les vagues, je slalomais entre tout le monde, les gens ils montaient dessus, bam, je mettais des petits coups d'épaule, petits coups de coude, je leur mettais même des coups de hanche. C'est la première fois où ça m'arrive, tu nages et tu mets un petit coup de hanche sur le côté. Quoi qu'il arrive, dans l'eau, ce sur quoi je me suis focalisé le plus, c'est juste de rester détendu le plus possible, focaliser sur sa respiration. Sur un effort Ironman, de toute manière, il ne faut pas être essoufflé. En tout cas, pas sur la partie natation, ou très très peu. Pour ceux que la physiologie intéresse, comme on fait cette course à peu près au niveau de notre premier seuil, un petit peu plus quand on commence à descendre en chrono, on n'est pas censé être essoufflé. Alors, évidemment, on est actif, mais voilà, c'est un bon repère pour savoir si vous êtes en train de vous surinvestir dans l'eau. Là, j'étais constamment en train de me répéter, ok, ici, maintenant. Ici, maintenant. Je laissais pas mon esprit divaguer parce que en natation, c'est quand même important de rester technique. Il y a pas mal de monde autour, il faut garder un cap. Donc il y a vraiment nécessité à rester concentré. J'avais des super sensations, je sentais que je nageais vite et puis comme il y a d'autres personnes qu'on dépasse, on a vraiment cette sensation de vitesse. Mais c'est très difficile de se rendre compte pendant qu'on nage à quel point on nage vite. Ce que j'ai fait pour savoir un petit peu où est-ce que j'en étais, juste après le demi-tour qui se fait derrière un bateau, au lieu que ça soit une bouée, la dernière bouée c'est un bateau, je le dépasse. Alors là déjà, il faut savoir qu'à chaque passage de bouée, déjà quand il y a un virage, c'est la guerre. Donc là, imaginez quand le virage se fait derrière un bateau, j'ai pris un petit peu large, il fallait être un petit peu lucide à ce moment-là. Donc je dépasse le bateau, je sais que j'ai dépassé depuis quelques mètres, quelques dizaines de mètres, les 1900 mètres, et je regarde ma montre.
Et là, je vois un truc genre 28 minutes et 30 secondes. Évidemment, je vois pas très bien, mais je vois en tout cas que je suis sous les 29 minutes. Et là, je suis en mode, mais non. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est les esprits de la forêt? Est-ce que c'est les esprits de l'île qui sont en moi? J'ai tellement eu l'habitude sur cette année d'être déçu de mes natations à West Friesland où je me disais, oh, franchement, j'ai bien nagé. Et puis tu regardes ta montre et t'es quasiment à 30 minutes. Là, pour une fois, les sensations étaient corrélées au chrono. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, petite anecdote, je pense avoir décelé pourquoi mes chronos sur certaines courses étaient si mauvaises. Ça peut paraître bête, mais je fais 1m90. Là, à la course, je pense que je me suis pesé à 86 kg juste avant. Je crois que je suis arrivé sur l'île à 84 et en 2 semaines, j'ai repris 2 kg. En vrai, je m'étais repesé juste avant la course, donc c'est peut-être aussi la recharge glucidique, c'est aussi le fait d'avoir pas mal bu et d'avoir mis en place un petit peu de rétention d'eau qui a peut-être... Ou alors, j'ai juste mangé burger quasiment tous les jours. Ça, bizarrement... L'histoire ne nous le dira pas. Donc je fais 1m90, 86 kg au jour de cette course. J'ai une combinaison Aquaman Gold en taille L. Et devinez pour quel type de morphologie cette combinaison est conseillée. Taille L, allant de 1m80 à 1m85 et allant de 70 à 82 kg. Est-ce que je nagerais pas depuis tout ce temps avec une combinaison beaucoup trop petite? Quand je me revois dans l'atelier Aquaman avec Xavier, où il me dit « Ah mais tu devrais prendre une XL plutôt ». Et je dis non, mais en fait, d'ici les courses, je vais avoir perdu au moins 5 kilos, je ferai largement 82 kilos. Ouais, il avait peut-être pas tort le monsieur. Bref, je pense que c'est pour ça que la natation à Kona s'est si bien passée, c'est simplement qu'il n'y avait pas de combi. J'ai renagé 2 semaines et demie après pour Saint-Georges. Je sors de l'eau en 29 minutes 30. Quand je vous dis que je sors en 29 minutes 30 au rupteur, il y a même un moment où je me suis senti obligé de faire 5-6 mouvements de dos, tellement je n'en pouvais plus. Et j'étais quasiment cramé au bout de 200 mètres. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Je pense que c'est ça. Bref, si on revient sur cette course, chrono à mi-parcours, très positif, ça me galvanise vraiment pour la deuxième partie qui est un petit peu plus dure. Les commentateurs s'accordaient à dire que ce jour-là, les conditions en mer étaient pas très bonnes. Personnellement, dans la course, je l'ai pas trop ressenti, mais il y avait le soleil qui était pas très haut et comme je respire majoritairement sur la droite, je l'avais plein phare. Donc un retour un peu difficile, mais au final qui s'est fait dans le même temps qu'à l'aller. Parfait. Voilà un peu pour la partie natation. Comme je l'ai dit, meilleure natation à vie. Un merveilleux souvenir de toutes les natations, de toutes les courses que j'ai jamais pu faire. C'est le meilleur souvenir de course que j'aurai. Et ça tombe bien, parce qu'à partir de maintenant, ça ne fait qu'empirer. Transition 1, 3 minutes 38, franchement ça va. J'ai pris mon temps, j'ai mis mes petites chaussettes, je fais bien attention de tout prendre. Je me suis un peu rincé pour pas avoir de sel sur ces longues distances, ça serait dommage d'avoir une petite irritation à cause de ça. Je me suis alimenté, j'avais mis mes 2 gels Morten sur la selle, donc 50 grammes de glucides à la sortie de l'eau, puisque ça fait déjà 1 heure d'effort où on ne s'est pas alimenté pendant 7 heures, il faut essayer de directement réingurgiter un peu de glucides. Je prends aussi un petit peu d'eau, évidemment il fait chaud. Mais voilà, en tout cas, pas trop de temps perdu là-dessus, peut-être, allez, il y a toujours un petit 30 secondes, 1 minute à aller gratter, mais au vu de ce qui s'est passé sur cette course, ça n'aurait rien changé. Je commence la partie vélo, il me semble que je l'avais dit pour West Friesland, mais j'ai fait la décision d'arrêter de vouloir sauter sur mon vélo, que ce soit en montant ou en descendant, parce que grosse charge mentale, et puis au final on perd quoi ? 1 seconde à peine. Quand bien même il n'y aurait que 1% de chance que ça se passe mal, ça ne vaut strictement pas la peine de courir ce risque. Même les professionnels tombent, on a eu l'exemple cette année avec Clément Mignon. Désolé pour toi, c'est le seul qui me revient à l'esprit, mais t'es pas tout seul. À la sortie de la T1, je croise Rebecca, elle me dit « Ah, natation, super, 58 minutes, machin ». Je suis en mode « Je sais ». 58 minutes à natation. Vraiment là j'étais remonté à bloc, comme toujours le cœur un petit peu haut à la sortie de transition, mais franchement ça redescend bien. Si je compare à Tallinn par exemple où le cœur était resté haut hyper longtemps, alors qu'il faisait froid pourtant, là il faisait très chaud et pourtant le cœur est très vite redescendu, ce qui était très positif. Les 5-10 premiers kilomètres de vélo sont une petite boucle dans la ville histoire de rallonger un petit peu et puis ensuite on s'élance sur la Queen K, la fameuse. Sur cette autoroute, franchement c'était royal, sur les barres du début jusqu'à la fin. Le seul problème que j'avais sur mon vélo, je voulais
pas mis dans l'analyse de mon matériel d'avant-course, là où je disais, bah regardez, je prends ça comme matos, etc. Mais mon vélo avait un problème en particulier, c'est que je n'ai que 2 setups possibles sur mon vélo, soit un monoplateau de 56, soit un double plateau, mais avec 48 dents sur le gros plateau. 48 dents en 12 vitesses, ça fait l'équivalent d'un 52 dents sur une transmission à 11 vitesses. Et 52 dents, comme je le dis sur la vidéo avant la course, bah, j'ai arrêté d'utiliser un 52 dents il y a quand même quelques années. C'est un plateau de cadet quoi, ouais. Le kilométrage maximal que je peux atteindre en pédalant, en tout cas en étant en prise, c'est à peu près 52-53 km/h. Kona étant vallonné, il y a quand même quelques descentes où bah, en fait je peux pas pédaler. Et 48 dents, bah, en fait c'est simple, au-delà de 53 km/h, j'ai plus de vitesse. Déjà je suis obligé d'être sur le 10 qui, d'un point de vue mécanique, est une aberration sur lequel on perd 6 watts, il me semble. Donc on perd beaucoup de temps sur les parties montantes, mais c'est dommage parce qu'on peut pas récupérer ce temps dans les parties descendantes. En tout cas, pas autant que ce qu'on pourrait faire. Ce qui fait que ça oblige à lisser un tout petit peu moins l'effort, à pousser un petit peu plus sur les montées parce qu'on sait qu'en descente, bah, on pourra pas compenser. Si c'était à refaire avec la difficulté du parcours, qui en réalité n'est pas si difficile que ça, quand on regarde le profil de la course, on a l'impression qu'à un moment il y a une gigantesque montée, mais en fait c'est 10 km à 1,5% de moyenne, je crois, quelque chose comme ça. Donc par exemple, si on regarde toutes les triathlètes professionnelles féminines, elles roulent tous avec un 56 ou un 58 dents sur le gros plateau, tous en double plateau évidemment, mais pour vous dire que c'est intéressant d'un point de vue tactique, quand on a prévu de pédaler tout le long en tout cas, d'avoir un gros plateau pour pouvoir justement profiter des descentes. Donc voilà, si j'avais une chose à améliorer, potentiellement, ça serait ça. Évidemment, je le savais avant la course, hein, mais comme c'est un SRAM Force qui est monté sur mon vélo et que SRAM sont de gigantesques escrocs, il faut racheter un dérailleur pour aller avec la bonne taille, etc. Ce qui fait que ça coûtait plus de 1000 € pour changer de dérailleur. Ouais, autant vous dire que je m'en suis passé. SRAM, c'est vraiment, c'est de la merde, hein, on peut le dire. Et à chaque fois que vous voulez agrandir le plateau, déjà en SRAM Force ça n'existe pas, il faut acheter du SRAM Raid et il faut changer le dérailleur pour qu'il s'adapte à la taille du plateau, ce qui est une escroquerie, hein, très simplement. Bizarrement, Shimano arrive très bien à garder le même dérailleur, mais SRAM aurait besoin d'un dérailleur différent. Voilà. J'appelle ça des escrocs. Cette première partie vélo, ça se passe bien, les 85 premiers kilomètres, franchement, relax, concentré. J'avais le sourire et puis surtout j'étais en train de me dire... Franchement, les watts sortent tout seuls. Le cœur, il est dans la bonne zone. J'avais peur avec la chaleur que justement le cœur soit arrive pas à redescendre, soit un peu haut. Là, on était nickel. Mon objectif, c'était simplement de faire au moins aussi bien que Tallinn. Sur Tallinn, sur toute la course, de tête, je suis à 240-245 watts de puissance normalisée sur toute la course. Et là, sur les 85 premiers kilomètres, je suis à 255. Mais ça sort tout seul. C'était jusque-là hyper agréable. On arrive sur la fin de cette première ligne droite, on arrive proche d'Avi, là où va y avoir le demi-tour, et c'est 10 derniers kilomètres où ça monte un tout petit peu plus que juste avant. C'est moins vallonné, c'est un peu plus tout le temps en pente pour atteindre le point le plus haut de la course. Et pendant cette pente, je sens que j'ai un mal de tête qui commence à être là. Je m'en inquiète pas trop parce que ce mal de tête, je le connais. Je l'ai eu à Lacanau, je l'ai eu aussi un petit peu à West Friesland, mais beaucoup moins. Aussi parce qu'à West Friesland, il faisait beaucoup moins chaud. Lacanau, c'était les premières chaleurs en France où il faisait vraiment très chaud. Je donne peut-être des premiers indices, mais voilà, ces maux de crâne ne me sont pas étrangers et ils commencent à arriver à ce moment-là. Le problème, sur un 70.3, normalement, quand on arrive vers les 2h, 2h30, c'est le moment où j'arrête le vélo. Là, on est à peine à la moitié. Je commence aussi à avoir du mal à me mettre en position aéro, c'est-à-dire que quand je me mets en position aéro, ça commence à me tirer dans la nuque, ça me remonte dans la tête et ça commence à lancer mes maux de crâne. Je trouve ça quand même étrange parce que avec le plat que j'ai eu, j'ai fait des séances de 4, 5, 6 heures sur home trainer en position aéro, à regarder devant moi pour regarder mes écrans. J'ai jamais été aussi bien habitué à la position aéro. Et là, à peine au bout de 2h30, je commence à avoir mal à la nuque, mal à la tête. Et ça empire. J'arrive enfin au demi-tour. Là, c'est 10 km de descente. Et là, ça fait 10 bornes que ces maux de tête commencent à augmenter. Je me dis, bon, pendant la descente, je vais y aller tranquille. De toute façon, j'ai pas les plateaux nécessaires pour pédaler dedans, tellement on va aller vite. Je vais jouer sur la position aéro. Et quand ces 10 km seront passés, on va voir comment ça se passe. Et en fait, après ce demi-tour, peut-être que psychologiquement, mon corps a tenu jusqu'à une balise, mais à partir de ce demi-tour, je n'avais plus rien. Si on compare les données en watts de Tallinn où
Je pense que je suis parti en sur-régime quand même, puisque je suis parti sur 260-270 watts, il me semblait au tout début, qui s'était mêlé avec cette usure nerveuse qu'il y avait eu avec des rafales à plus de 60 km/h où tout le monde était comme ça sur son vélo. Mais on voit sur les watts que c'est vraiment une chute progressive. Ça va, et puis progressivement, ça commence à s'effondrer. Là, si on regarde, il y a vraiment une partie ça va, et à un moment net, ça va plus. Et donc, sur cette deuxième partie de vélo, sur les 85 km restants, il me semble que je suis à 180-190 watts. Et là, s'annonce peut-être les 2h30 les plus longs de ma vie. Impossible de mettre des watts. Gigantesque mal de crâne. Très compliqué de tenir la position aéro parce que dès que je me mets en position aéro, j'ai extrêmement mal à la nuque et à la tête. Le problème, c'est que si je me mets pas en position aéro, je n'avance pas. Avec ce que j'avais pu remarquer à l'entraînement, j'avais observé que l'aller sur le jour de la course allait être un peu plus lent que le retour. Heureusement pour moi. Et donc pendant ces 2h30, je bataille parce qu'il faut pas arrêter de pédaler. Donc dès qu'il y a un petit peu de descente ou de faux plat, je fais comme je peux pour me reposer, pour pas pédaler, etc. Mais dès que ça monte, on est obligé de s'engager. Ce qui est pas plus mal en réalité, parce que quand ça monte vraiment avec des gros pourcentages, ça me permet d'avoir une excuse pour quitter cette position aéro qui est une purge. Quelque part au fond de moi, je me disais, allez, peut-être ça va faire comme à Tallinn, peut-être que là, la fin du vélo, ça se passe mal, mais la course à pied, ça va bien se passer. Au fond, moi, je vais pas vous mentir que je savais qu'il y avait quand même quelque chose de différent. Comme je l'ai dit, Tallinn, c'est très progressif. Là, ça a été quand même brusque, soudain. On n'est pas du tout dans les mêmes sensations. Évidemment, on essaye quand même de s'auto-persuader presque que ça va bien se passer. C'est presque une nécessité de s'en convaincre à ce moment-là. Comme j'avais fait la première partie un petit peu au-dessus de 37 km/h, je savais que si la course à pied était vraiment exceptionnelle, peut-être que les 9h30 pourraient passer. C'est ce qui me fait espérer et qui me pousse à mettre ces pauvres 180-190 watts au lieu de descendre à 120 et de plus avancer et puis de me mettre sur les cocottes et de finir en 6 heures la partie vélo. Le problème, c'est que cet espoir, il a été brisé assez vite dès la fin du vélo. À la fin, sur peut-être les 2 derniers kilomètres, on quitte cette autoroute pour faire un tout petit passage en ville et arriver à la transition. Et c'est intéressant, tout à l'heure j'ai utilisé le mot de balise où je disais que mon corps avait réussi à tenir jusqu'au demi-tour et après il avait lâché. Là, de la même chose. Au moment où je quitte la Queen K, 100 mètres après, il y a une sensation que je n'avais pas ressentie depuis peut-être mes années universitaires. Désolé pour tous les collègues hémétophobes, mais tout d'un coup, j'ai une envie de vomir. Je me dis, ça je connais, là je vais pas y échapper. Donc juste je m'arrête, même pas le temps de descendre du vélo. D'ailleurs juste je m'arrête, je m'appuie sur un gros caillou, une grosse pierre de lave et je vomis une première fois. Pas le petit vomi, vraiment là je donne toute ma vie. Déjà je me dis ouais c'est bien ce que je croyais. Non, c'est pas comme à Tallinn là, ça va pas. Là le marathon il va pas sortir en 3 heures. Pareil, je revomis une deuxième, une troisième. Et là, je crois que c'est vraiment là que la course a pris son tournant. Toujours sur une intensité et un volume important, on va dire, je commence à vomir du sang. Mais vraiment, rouge. Et là, jusqu'à présent, ça me faisait chier de vomir. J'étais en mode, putain, c'est la merde, qu'est-ce que j'ai fait, machin, je me posais des questions. Mais là, tout de suite, on passe sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Personnellement, je suis pas médecin. Vomir du sang, je me dis pas que ça respire la santé. Je dis, pas fait 10 ans d'études, mais je me doute que là, il y a quelque chose d'un peu grave qui est en train de se passer. Alors après, c'est sûr qu'une fois que la course est terminée, etc., et que je relativise, ce que je me dis, en fait, j'ai pas vomi 1 litre de sang, c'était du liquide qui était sûrement teinté, et on a vraiment l'impression que c'est une quantité de sang gigantesque. Mais en réalité, non, c'est sûrement un truc teinté, etc. Et puis, j'ai eu l'occasion, vous inquiétez pas, de parler avec un médecin après la course, qui avait pas l'air si affolé que ça. J'ai pas eu de séquelles après, c'est juste pour vous rassurer. Mais en tout cas, sur le moment, il n'y avait pas un médecin à côté de moi qui était en mode « Mec, classique !» Et la première chose que je me dis, c'est « Triathlon, c'est très cool, ça reste un loisir. » Là, j'ai un peu l'impression de mettre ma santé en danger pour quelque chose de non vital. Et vraiment, il y a une sorte d'instinct de survie qui se met en place où tout de suite, ça me refroidit. Jusqu'à présent, j'étais en mode, ok, allez, vas-y, le vélo, ça se passe mal, mais la course à pied, on va batailler, on va en sortir, etc. Là, tout de suite, rien. Se faire mal, le triathlon, etc., c'est très cool, mais si c'est pour en garder des séquelles, tout de suite, ça fait moins rigoler. Comme je l'ai dit, pas de séquelles, etc., vous inquiétez pas. Je vous la fais courte, je revolis encore quelques fois du sang, puis je sens que ça va mieux, donc je remonte sur mon vélo, vraiment très tranquille jusqu'à la transition. C'est là où je fais le signe à Rebecca que non, là, il y a quelque chose qui va pas. En transition, vraiment la dépité et à la fois inquiet pour ma santé. Je marche sur toute la transition, je pose pour ça que la transition fait combien? La transition fait 6 minutes, un tout petit peu plus. Pour le coup, je comprends pas, je me dis, est-ce que c'est peut-être une déshydratation? Je fais l'effort d'aller aux toilettes pour checker la couleur de mes urines,
qui sont normales, voilà, même plutôt claires. Pour avoir eu une grosse déshydratation à Marbella et à Nice, croyez-moi que je vois à peu près quelle couleur ça a quand ça va pas, et là ça allait très très bien. C'est pour ça qu'avec le recul, je mets un petit peu de côté l'hypothèse de la déshydratation, peut-être, hein, mais c'est pour ça que je privilégie plutôt la piste de l'insolation. Après, comme j'ai dit, hein, je suis pas médecin. D'ailleurs, avec le recul, c'est dingue, hein, parce que 6 minutes de transition, j'ai tout marché. Je ne me suis pas pressé, je suis allé aux toilettes, et ça reste quand même plusieurs minutes plus court que ma transition à Nice. Autant vous dire que je sais pas ce que j'y avais foutu, mais ouais, à l'époque c'était abusé. Bon, après, à partir de là, je sors la transition en marchant. Honnêtement, je pense que c'est l'une des choses les plus humiliantes que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en général, quand tu commences la course à pied en marchant, c'est assez mal parti pour ton marathon. C'est ce moment-là où je recroise Rebecca, c'est ce moment-là où je lui explique un petit peu ce qui se passe. Moi, dans ma tête, en sortant de la transition, je me dis putain, 42 bornes à marcher, ça va être long. Au début, j'hésitais à courir pour ma santé, est-ce que ça va empirer les choses? Et puis au final, après avoir croisé Rebecca, je me dis bon allez, on tente quand même et commence pour moi ce marathon. Au début, j'alterne un peu marche-course, ça se passe plutôt bien. Je marche à tous les ravitaux, je commence à accélérer un petit peu l'allure. Après avoir vomi, j'ai fait le choix d'arrêter de manger. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit bon, je vais pas rajouter des gels sur un truc qui pisse déjà le sang. Pour une façon totalement illogique, je me suis dit que boire du coca, ça suffirait, ça serait bien meilleur pour la santé. Ne me demandez pas pourquoi, franchement, ça faisait déjà 8 heures que j'ai été sur le bordel, il n'y a plus de notion de lucidité, il n'y a plus rien. D'ailleurs, j'avais beaucoup ralenti sur la nutrition sur le vélo. Quand je commençais à voir que ça allait pas bien, j'avais très nettement diminué les grammages. Donc grosso modo, j'ai fait les 5 dernières heures d'effort quasiment sans glucides. C'est pour ça que petit à petit, je me cale à 5 minutes au kilomètre. Et en vrai, ça se passe bien. Je suis pas entraîné pour ça, c'est plus de 30 secondes plus lent que mon endurance fondamentale, mais avec sûrement la fatigue de la potentielle d'insolation, avec le fait que depuis plusieurs heures je consomme quasiment pas de glucides, mon corps il me donne ça et puis ça avance. Je repasse devant Rebecca, là pour le coup, comme ça fait déjà un peu plus de 10 bornes que je cours, je commence à rechoper un peu le sourire, je vois que la santé ça va, j'ai pas revomi, je sens que j'ai pas d'énergie mais c'est un moindre mal après tout ça. Et puis après on retourne sur la Queen K à pied, vallonné à pied, pas facile ce marathon. Tout à l'heure j'ai dit 5 minutes au kilomètre et puis anecdote intéressante, pendant les courses on est tout le temps en train de faire des petits calculs. Et là quand je vois le temps de course que j'ai, les kilomètres qui me restent, je fais un petit calcul vite fait dans ma tête et en fait je comprends que si je cours à 5 minutes au kilomètre, je pourrais passer sous les 10 heures. Je me dis bon, de toute façon le chrono il est claqué au sol, mais quand même passer sous les 10 heures ça serait sympa. C'est marrant, on a toujours mentalement une petite carotte, un petit truc qui fait que même si le chrono, la 10 heures que tu vises n'a plus rien à voir avec les ambitions initiales, ça te pousse à pas trop te reposer. Évidemment, je continue à marcher sur tous les ravitaux. D'ailleurs, j'en profite pour signifier que Yann Frodeno, himself, le GOAT, m'a tendu un verre d'eau, de l'eau bénite. Revenons sur le marathon, encore 2 petits temps forts avant d'arriver à la finish line. Le premier, c'est quand on arrive dans l'Energy Lab. L'Energy Lab, c'est une petite boucle qu'on fait où on redescend de la Queen K, on se rapproche de la mer et puis on remonte. J'ai croisé l'un d'entre vous, je sais pas s'il se reconnaîtra. Salut mec. Et cette personne, je lui ai tenu ce discours, je lui ai dit, c'est marrant, on en fait un peu tout un plat de cette Energy Lab, on dit qu'il fait hyper chaud et tout, mais franchement, il fait pas si chaud que ça. Enfin, de mon point de vue, on en faisait un peu tout un plat pour rien. Au final, je lâche cette personne parce qu'il recommence à marcher. Autant vous dire que quand on traîne dans ces heures-là, il n'y a que des gens qui commencent à alterner marche et course, on fait comme on peut à cette heure. Et que n'avais-je pas dit? Parce que autant quand on descend, la vue est super belle, léger vent de face, le soleil, magnifique, mais quand il faut remonter cette côte, léger vent de dos, donc ça veut dire que le vent s'annule, il fait une chaleur. Je crois que le jour de la course, il devait faire 33 degrés, je crois quelque chose comme ça, 33-34. Un taux d'humidité au-dessus de 70%. Le soleil, qui était si magnifique à la descente, te brûle le dos. En plus, t'es en pente, et là, c'est pas une petite pente, je sais pas à combien on est, mais on doit vite être à un peu plus de 10%. Non, 10%, j'abuse, c'est peut-être pas si sûr. En tout cas, ressenti 10%. Et là, un coup de chaud. Et vraiment, autant tout l'Energy Lab ça va, mais cette côte-là, je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus chaud de toute la course. Mais j'ai couru dans cette côte. J'ai couru. Et marrant que je dise ça parce que quand on sort de l'Energy Lab, on dépasse le 30e kilomètre. Et en fait, tout est marqué en miles. Et je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais je refais le calcul et je vois que même en courant à 5 minutes au kilomètre, ça ne passera jamais sous les 10 heures. Ça fera genre 10h02, 10h03.
Avec le recul, à la fois parce que je marche tellement à tous les ravitaillements que ça me fait perdre du temps et ça fait chuter ma moyenne à 5,15 je crois au lieu de 5. Et aussi parce que dans la conversion que je fais, je pars du principe que 1 mile c'est égal à peu près 1,5 km alors que c'est égal à 1,6 quelque chose. Ce qui fait que mes calculs étaient totalement faux. Et quand je me rends compte, je suis démoralisé et pas honte de le dire, voilà. Et je commence à marcher à ce moment-là et je pense que c'est le moment où j'ai le marché le plus longtemps puisque je dois avoir marché 5, 8, 10 minutes. Avant qu'il y ait d'autres Français qui me redépassent et qui sont en mode « Allez mec, accroche !» Et à ce moment-là, je suis en mode « Bon allez, vas-y, on va pas passer 4 heures ici, autant accrocher » et on a fait une bonne partie sur la Quinquée ensemble. Chose amusante rétrospectivement sur ce marathon, c'est que au final je le cours en 3h40, quelque chose comme ça, ce qui est par rapport aux exigences initiales et dramatiques, mais est pas si lent que ça non plus, parce que personnellement, j'ai eu l'impression de ne faire que marcher sur ce marathon. Et quand bien même je courais, alors physiquement, je ne pouvais pas courir plus vite, je vais pas être en mode j'aurais pu faire mieux. Non, j'aurais pas pu faire mieux, mais je saurais pas comment dire, autant je pouvais pas faire plus, autant ça allait, et plus j'avançais dans la course, d'ailleurs, mieux ça allait. Les 5 derniers kilomètres de la course, mais ça aurait été les 5 derniers kilomètres les plus faciles. Et ce qui fait que, ce que je garde comme image de ce marathon, c'est que c'était le marathon le plus facile que j'ai jamais fait. Alors, pas le plus lent, j'allais dire le plus lent, mais non, ni c'était plus lent, mais j'en garde pas un souvenir si atroce. Autant les 2h30 sur le vélo étaient une vraie purge, j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête, autant la course à pied, franchement c'était cool. Voilà, et puis écoutez, une fois ça fait, c'est fini. La finish line est magnifique, très très longue, on a vraiment le temps de profiter. Très souvent, si je repense à Tallinn, on est encore dans la course, on prend un virage, tac, et puis la finish line dure à peine 50 mètres et puis c'est fini quoi. Là vraiment on sent ça monte en puissance et on a le temps de savourer. Sur le moment, content d'avoir fini, content d'avoir participé à cette légende, mais je vais pas vous mentir que j'étais pas très content. On va dire ça comme ça. Pas le chrono espéré, ni la course attendue, mais on a su surmonter les difficultés pour aller au bout. On a récupéré la médaille, on n'est pas venu pour rien, mais ouais, pas la fin attendue, mais la fin qu'on aura. C'est une chose, si tu bosses, t'es pas sûr de réussir, mais si tu bosses pas, t'es sûr de pas réussir. Donc moi, ma devise, c'est de travailler. J'ai envoyé un message à des amis et je leur ai dit si c'est à ça que ressemble l'enfer, allez vous confesser parce que ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Allez, on va manger. On va essayer de manger. Voilà, on va pouvoir passer maintenant aux petites analyses que j'aimerais vous transmettre. Quand bien même ce récit vous aura peut-être appris certains petits trucs, j'espère. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans les chiffres et dans les réflexions. Natation, franchement, très satisfait, comme j'ai dit, pas grand-chose à dire là-dessus. La combinaison en moins, le fait d'avoir beaucoup nagé en eau libre, surtout les semaines juste avant la course. Une préparation avec la main cassée qui ne s'est pas effectuée comme on l'espérait, mais encore une fois, belle leçon de vie. Tout ne se passe pas comme prévu et pourtant, l'issue est quand même satisfaisante. Imaginez ce que j'aurais perdu si j'aurais lâché l'affaire et que je me serais dit de toute façon ça sert à rien, la natation c'est un sport de merde, ce qui est vrai. Mais j'ai pas nagé pendant 5 semaines, j'ai tout perdu, il me reste que 8 semaines jusqu'à l'Ironman, de toute façon c'est foutu, et que je n'avais pas nagé, je serais passé à côté de la meilleure natation de ma vie, ça aurait été dommage. Sur la partie matérielle, tout était carré, comme je vous l'ai dit, le seul truc que je changerais vraiment c'est le fait d'installer un plus grand plateau sur mon vélo. Là, je vous l'ai dit, j'ai été lésé à Kona, mais à Saint-Georges, c'était encore pire. Et puis surtout, Saint-Georges, qui est le 70.3, où au final, je tiens la puissance normalisée la plus élevée, je tiens un 300 watts, ce qui me rend forcément amer de voir tout le potentiel sur le vélo que je n'ai pas exploité à Hawaï. Il me semble qu'une semaine avant, je fais 3 heures à 250 watts, je crois, quelque chose comme ça. Et 3 heures à 250 watts, ça s'est bien passé, quoi. Donc c'est bizarre qu'au bout de 2h30, comme de par hasard, ça se passe mal. Quoi qu'il en soit, et puis renforcé par l'expérience de Saint-Georges juste après, je sais que ce dernier boost à vélo que j'ai fait, puisque j'avais remplacé pas mal de séances natation quand j'avais la main dans le plâtre par du vélo, et effort que j'avais continué par la suite, forcément payé. Je vous l'avais déjà dit à l'époque, mais cette dernière phase avec un gros volume et beaucoup d'intensité à vélo, je sentais que vraiment ça changeait tout. Pareil, beaucoup plus d'endurance active de SV1, plus d'allure Ironman que ce que j'avais l'habitude de faire avant. Plus que 0 de toute manière, c'était pas difficile à faire. Beaucoup de positions aéro aussi, du fait que comme je pouvais pas rouler en extérieur, j'étais que en position aéro à l'intérieur. Voilà, tout ça a fait que la préparation
Sur le vélo, c'était hyper bien passé, donc je n'aurais absolument pas la préparation en cause pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai dit, la piste principale que j'ai, c'est l'insolation. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu d'un point de vue nutrition et hydratation ce que j'ai fait. Je prends mes notes, comme ça sera un peu plus simple. Sur la première partie de course, j'ai suivi exactement le plan que je vous avais détaillé dans la vidéo précédente. J'ai bu une de mes 2 gourdes à l'arrière sur cette première moitié qui contenait 900 ml avec 2 sachets d'électrolytes. En parallèle, il y a eu 5 stations de ravitaillement dans lesquelles à chaque fois j'ai bu entre 250 et 500 ml. J'ai pas les comptes précisément, à chaque fois je buvais jusqu'à plus soif. Là, je buvais pas à soif, je buvais jusqu'à ce que je ne puisse plus boire pour être sûr d'être bien hydraté justement. Et puis le reste, je me le versais sur moi ou je le mettais à l'arrière du vélo. Ce qui fait sur ces 2 premières heures et demie entre 2 litres 2 et 3 litres 4 d'eau bu. Ça, c'est sur l'eau. D'un point de vue nutrition, j'avais fini à la moitié de la course, la moitié de ma nutrition, donc soit 250 grammes de glucides. Là, peut-être une petite amélioration, c'est vrai que c'est la première fois que je le faisais. Et je sais, ne pas faire le jour de la course, c'est la première chose que machin. Je suis au courant. Le seul défaut que j'ai vu à mettre toute sa nutrition dans une seule gourde, c'est qu'on n'est pas très précis dans le dosage. C'est-à-dire que, est-ce que je prends 85 grammes, 115 grammes dans un objectif d'optimisation? Maintenant que je l'ai vécu, c'est vrai que je préfère trouver une autre solution pour mettre des gels. Là, sur la course à Kona, j'avais une Trifonction BioRacer. Trifonction BioRacer que j'avais essayé à l'entraînement déjà et qui j'avais pas vu de problème particulier. Mais là, sur la course, l'air s'engouffrait. Je l'avais vu sur certains entraînements avant la course, mais c'était déjà trop tard, j'étais déjà à Hawaï et j'avais pas pris mon autre Trifonction Endura. Mais l'air s'engouffrait dans ma Trifonction, ce qui faisait que ça gonflait. D'un point de vue aérodynamique, c'est vraiment pas optimal. Donc c'est pour ça que la Trifonction était très sympa, mais quoi qu'il arrive en compétition, je ne la remettrai plus jamais. C'est pas que c'est une mauvaise Trifonction, attention, mais étant donné que ce ne sont pas des Trifonctions faites sur mesure, elles ont parfois des gabarits un petit peu différents, et là sûrement un petit peu trop de place au niveau du cou. Il suffit que ça tombe un peu trop bas et ça s'engouffre et voilà. De la même manière que par exemple sur les tests en vélodrome que j'avais fait, la Trifonction Fusion était 10 watts plus lente que toutes les autres Trifonctions, alors que c'est une Trifonction à 400 €, que Magnus la met, etc. Donc voilà, vraiment tout ce qui est pas fait sur mesure, c'est vraiment un fit individuel. La Fusion était lente, je le sentais parce que l'air s'engouffrait dans mon cou. La BioRacer est forcément plus lente parce que je sens l'air qui s'engouffre dans mon ventre. Et la Endura est jusqu'à aujourd'hui celle qui me fit le mieux. Mais c'est bien aussi d'essayer pas mal de choses. Alors ça coûte un bras, je vous l'accorde, mais au moins on peut se faire une opinion personnelle sur les différents équipements qu'on utilise. Et c'est pour ça que je vous fais pas de test matériel parce que c'est tellement individuel que je pourrais vous donner mon avis comme je l'ai fait là. Ça va pas vous aider plus que ça. Revenons-en à l'hydratation et à la nutrition. Donc je l'ai dit, 250 grammes de nutrition de prix. Et ce qui va être intéressant, ça va être de s'intéresser à la prise d'électrolytes, puisque 2 sachets de prix, plus tout ce qui avait été consommé à travers les gels, puisqu'il y a aussi des minéraux dans les gels. Je vous ai fait les calculs, je vous les épargne. On finit sur 2 heures et demie à 2750 mg de sodium, 1280 mg de potassium, 250 mg de calcium et 59 mg de magnésium. Une personne avait fait la remarque en message privé de me dire « Ah mais peut-être que tu as trop chargé en électrolytes, etc. » L'overdose en électrolytes, théoriquement est possible, mais avec ces dosages-là, vraiment, on est très éloigné de pouvoir avoir un effet négatif. Au pire, ça aurait pu me donner soif. Au pire, il y aurait beaucoup de choses qui se seraient évacuées par les urines. Mais en tout cas, moi, je ne mets pas tout ça sur un simple surdosage en électrolytes. Quoi qu'il arrive, il ne faudrait pas plus. Et puis pour terminer sur ce sujet-là, pourquoi est-ce que au final je garde l'insolation? Parce que est-ce que c'est un marqueur suffisant? On m'a dit que ça pouvait ne pas l'être. Mais quand je suis allé aux toilettes en transition numéro 2, il n'y avait pas de signe alarmant, même bien au contraire. J'ai continué à beaucoup boire sur le retour, quand bien même j'ai beaucoup réduit sur la nutrition. Donc voilà. Et puis surtout, oui, parce que c'était quand même ça le message principal que je voulais vous transmettre, ça aurait été dommage de l'oublier. Comme je vous l'ai dit sur plusieurs cours sur cette année, sur les années précédentes, j'avais remarqué des gros maux de crâne à la fin du vélo. Beaucoup à Lacanau, moins à West Friesland parce qu'il faisait plus froid. C'était l'indice que je vous ai laissé. Et d'après moi, c'est simplement parce que mon casque, pour moi, il n'est pas assez aéré. Et je pense que justement, là sur cette course, il y a beaucoup de thermorégulation qui se fait par le crâne aussi et ça a sûrement participé à la surchauffe. Il y a des zones un petit peu sur le corps
avec beaucoup de thermorégulation qui se fait. Ça se fait sur la nuque, ça se fait au niveau des poignets. Et je pense que là, sur la position sur le vélo, le casque ne me couvre pas la nuque, donc peut-être que j'ai chauffé de là. La tête était couverte avec un casque qui n'est pas assez aéré pour moi et ça a chauffé. En plus, un casque noir qui capte beaucoup de rayons du soleil, contrairement à beaucoup de casques blancs. Vous verrez, il y a beaucoup de professionnels qui utilisent des casques blancs pour cette raison-là. En plus de ça, mes poignets étaient totalement exposés. D'ailleurs, anecdote intéressante, mais sur la course à pied, j'avais les avant-bras totalement brûlés. J'étais obligé de passer des glaçons parce que carrément ça me faisait mal quoi. Le soleil qui tapait dessus. Il y a des gens qui avaient mis un petit foulard sur leur nuque, des petits tissus au niveau de leurs avant-bras. J'étais en mode mais quel génie, quel génie. Voilà, si jamais vous faites des courses en chaleur, je pense que le petit foulard sur la nuque là, les petits foulards sur les poignets, je les aurais bénis. Voilà, donc d'après moi, insolation, le seul problème de l'insolation, hormis le fait de changer de casque, ce que j'aime pas trop avec cette excuse entre guillemets, c'est qu'on peut rien y faire quoi. En soi, c'est pas quelque chose qu'on peut améliorer, c'est pas quelque chose qu'on peut travailler, je sais pas comment. Peut-être que les jours d'avant, j'aurais dû plus m'exposer parce que j'étais sur place, je me suis entraîné à la chaleur avec trifonction, torse nu, voilà, pour justement emmagasiner un maximum de chaleur. Mais peut-être que le fait d'avoir été en hauteur où une bonne partie de la journée il faisait trop frais, peut-être que le fait qu'en journée quand je m'entraînais pas, j'étais peut-être trop à l'ombre, peut-être que j'aurais dû plus m'exposer pour habituer mon corps à cette chaleur. Je sais pas, mais voilà, ce que j'aime pas avec cette excuse, c'est que c'est pas aussi simple que c'est un problème d'hydratation, je règle l'hydratation et ça va bien. En tout cas, c'est pas l'impression que j'en ai. Parce que là, je me dis, imaginons je refais une course sous la chaleur. Qu'est-ce qui me dit que je refais pas une insolation? Qu'est-ce que je peux améliorer pour l'éviter? Je suis un peu démuni face à ça, donc j'ai pas encore les réponses. Peut-être que ça arrivera. J'essaye d'en soulever un petit peu ici. Peut-être que vous en avez. C'est là où en commentaire, peut-être que vous allez pouvoir faire avancer le débat. Mais grosso modo, c'est l'analyse que j'en ai sur ce sujet-là. Maintenant, pour terminer ce débrief, 7 semaines après, où est-ce que j'en suis un tout petit peu? Physiquement, ça va. Alors, j'essaie de reprendre petit à petit la course à pied. D'ailleurs, je dis physiquement, ça va, mais je pense que j'ai une double tendinite des tendons d'Achille. Je pense d'ailleurs, j'en suis sûr. Certains qui m'ont croisé avant la course m'ont vu boiter, me dire ça va, etc. Une fois chaud, il n'y avait plus aucun problème. Je pense que ça doit être un stade 1, pas plus. Mais là, j'en profite pour prendre le temps. D'un point de vue méthodologie d'entraînement, c'est marrant d'ailleurs parce que d'un point de vue volume, j'ai pas beaucoup augmenté, mais j'ai changé un petit peu ma manière de faire en entraînement en course à pied. Je suis passé de 6 entraînements en 5 entraînements, et donc j'ai fait le même volume que je faisais en 6 en 5. Et je pense que ça a été la différence entre les deux qui m'a développé sur cette fin de prépa, parce que je l'ai mis en place dans les derniers mois, qui m'a développé ces petites douleurs. Le problème quand on est à 2 mois de la course, c'est que c'est pas le moment de lever le pied. Donc, au lieu d'avoir une démarche réfléchie, j'ai enfoncé le clou. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'est installé. Et puis maintenant, il faut prendre un petit peu le temps pour le faire partir. J'avais sous-estimé qu'un changement méthodologique à volume égal pouvait avoir cet impact-là. Quoi qu'il arrive, croyez-moi que 5 minutes au kill sur mon marathon, ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, vis-à-vis de tout l'épisode, comme je vous l'ai dit, aucune séquelle. Le médecin après la course m'a donné quelques critères à regarder et sur lesquels il fallait s'alarmer s'ils avaient lieu. Ça n'a jamais eu lieu. D'abord la santé, hein. Tu sais qu'on n'a pas l'argent pour couvrir des frais américains, hein. Je te ramène pas avec un brancard, moi. Et après, mentalement, comme je vous l'ai dit, un chapitre qui se tourne. J'ai été honnête avec vous pour vous dire que d'un point de vue égo, ça avait été difficile à digérer et je pense que ça le sera jamais totalement. Le but, c'est pas de me convaincre que c'est une super performance, je pense pas, mais le but, c'est de voir aussi tout ce qu'il y a autour et de m'en satisfaire plus que je ne suis déçu du chrono lui-même. Et puis là, depuis que je suis rentré, pas vous mentir que il y en a du temps dans une journée. J'ai l'impression que les journées sont d'une longueur. C'est simple, j'ai 25 heures en plus par semaine maintenant pour moi, pour mon travail, pour ma vie perso. J'ai joué la vie en mode difficile pendant 2 ans et puis là je joue la vie en mode facile maintenant. Donc j'espère que ce changement de perception va durer longtemps parce que c'est assez agréable. Là, je ne me refixe pas d'objectif pour l'instant, mais comme je vous l'ai dit, voilà, je reprends la course à pied tranquillement. On aura l'occasion d'en discuter ensemble. Les objectifs vont arriver au fur et à mesure du temps, faut pas se presser. Tout viendra en temps et en heure. Et écoutez, je pense que ce débrief doit être très très long. Vu le temps que j'ai passé assis à ce canapé à parler à cette caméra, le débrief doit être infini. Merci à tous ceux qui sont encore là après tout ce temps. Au-delà de raconter une histoire cool, de raconter un petit peu comment j'ai vécu cette course de légende, ce mythe, je ne cesserai de le répéter tellement c'est vrai à mes yeux. Et au-delà de ça, j'espère que vous avez appris quelques trucs. J'espère que vous en retirez certaines choses que vous pourrez utiliser à votre tour sur vos courses. Et puis pour tous ceux qui un jour mettront les pieds à Kona pour faire cet Ironman, j'espère que ce récit vous évitera
certaines erreurs. J'en profite pour vous remercier, tous les gens qui ont laissé un commentaire sur la vidéo précédente. Je vous ai pas tous répondu parce que je voulais en profiter pour vous remercier en personne dans cette vidéo, dans ce débrief. J'espère que le triathlon pourra autant vous apporter qu'il m'a apporté. Puis on va commencer un nouveau chapitre ensemble. Voilà. Entraînez-vous bien.